Marc Julia, on va parler de la mêlée du côté un peu scientifique. C'est notre église. C'est notre église, il n'y a pas de mêlée, il n'y a pas de foi. Tu assumes ton corps et tu assumes ta personne et je pense que c'est ça qui m'a rassuré dans la mêlée. Donc bonjour, Christophe Urios, nous allons parler de la mêlée. Bonjour, Didier Sanchez. Nous allons vous présenter un documentaire sur la mêlée, le combat des titans. Voilà, on garde, allez, on travaille. La mêlée, moi, c'est quelque chose. Alors pourtant, je jouais derrière, mais c'est une phase de jeu qui m'a toujours passionné et de comprendre un petit peu ce qui s'y passait. Et surtout, après, dans mon cas de médecin rééducateur, d'essayer d'aller sur la prévention du risque de blessure. C'est surtout ça qui m'avait attiré au début. Dans les années 2007-2008, on a commencé ce projet-là avec la Fédé. C'est sous l'impulsion de Didier Retière, qui était directeur technique national. Et j'ai été sollicité par Patricia Toreux, qui est professeur de chirurgie orthopédique à Paris, et avec Johan Bohu, qui était chirurgien orthopédiste jeune interne. On a été missionné sur un projet d'évaluation des accidents liés à la mêlée. Donc il y avait un papier qui a été publié dans l'American Journal of Sports Medicine en 2008 avec Johan Bohu qui a rédigé, et j'ai participé, où on a analysé les circonstances d'accidents à mêlée. Et de là a découlé énormément de stratégies par la fédération, de prévention des accidents, en modifiant les règles, en créant un passeport médical, un passeport technique. Tout ça, c'est vrai que c'est parti de ce constat initial. Et après, la fédération a pris en charge toutes ces adaptations. Et moi, de mon côté, je suis parti sur le côté rééducateur muscle et essayer de voir comment on pouvait prévenir les accidents cervicaux par le côté musculaire, au-delà du côté réglementaire. Il y a eu des années où il y a eu 5-6 accidents dans les années 98-2000. Donc, effectivement, ça a motivé des changements de règles où on a commencé à avoir de plusieurs temps mêlés. Mais le constat initial, c'était effectivement le nombre d'accidents. Alors, il faut relativiser aussi par rapport à d'autres sports. On n'est quand même pas parmi les plus dangereux. Hein. Il y a des sports qui sont plus dangereux que ça, mais le rugby en parle beaucoup et fait l'effort de mettre des stratégies de prévention. Donc c'est vrai qu'il y a eu un focus dans les fin des années 2000 avec quelques cas qui sont sortis, 4-5 cas sur l'année. Du coup, voilà, aujourd'hui, on aurait descendu bien plus bas. Mais c'est ça qui a motivé effectivement cette prise de conscience, cette analyse de la situation pour mettre des stratégies adaptées de prévention. Une phase effectivement d'affrontement, mais très technique en fait. C'est avec Didier que j'ai découvert ça. C'est pas la force brute, c'est la force canalisée. Et moi, mon rôle, c'est de comprendre comment on peut protéger au maximum le rachis cervical dans ces positions-là, parce que ça va très vite en fait. On a l'impression que c'est là, mais l'enclenchement du mécanisme lésionnel est très rapide. Et c'est là que ça a amené toute la réflexion. C'est bien d'être fort, mais c'est bien d'être réactif, de réagir vite par rapport à une perturbation, par rapport à un impact. Et toute l'idée du projet qu'on a développé là, c'était il faut certes un socle de force musculaire statique, isométrique, qui est indispensable, il faut que tout le monde en fasse. Mais une fois qu'on a atteint ce socle-là, ce qui peut faire la différence, ce qui peut protéger possiblement, c'est la vitesse de recrutement et la vitesse de production de force. Et ça, c'est des paramètres qui, jusqu'à présent, n'étaient pas analysés. Il n'y avait pas d'outils pour pouvoir analyser cette caractérisation de la force au-delà de la force brute statique. Et donc, on a souhaité développer effectivement un outil qui nous permette de mieux comprendre et de prévenir. On a commencé à y penser en 2008-2009. C'est Dr Jacques Delécluze à Paris qui avait mis un peu sur un premier challenge en me disant tu fais du rugby, tu fais la rééducation, parle-moi des muscles du rachis cervical. Alors du coup, j'ai commencé à réfléchir. Et puis après, donc avec ce projet de la fédération, on a réussi à répondre en 2013 à un appel d'offres de l'INSEP qui nous a financé la conception de cette machine parce qu'il existait une machine en fait statique qui a été développée par la société ADG. Et je remercie d'ailleurs Thierry Morel, Christophe Béard et Thierry Savio aussi du Stade Toulousain qui ont conçu l'ossature de la machine, mais c'était une machine où on rentrait, on poussait et on mesurait la force produite. Et l'idée, ça a été d'utiliser cette ossature et de la customiser, de l'instrumenter avec à la fois une capacité de créer un impact. Donc on a mis des pneumatiques avec un compresseur pour générer un impact avec une tuyauterie, et puis des capteurs de déplacement et capteurs d'effort pour mesurer la résultante. Donc effectivement, ça a été les années 2013, on a pu avoir le financement.
2017-2018, on a fait les premières manips et donc on a fait toutes les études pour pouvoir, toutes les démarches au niveau CPP, Comité de protection de la personne, pour pouvoir faire des études sur la personne. Et les premières manips ont commencé en 2018-2019 avec le club de Perpignan, de l'USAP, que j'en remercie, avec des joueurs dont Enzo Ferlotta qu'on a vu là, mais aussi Quentin Walker, enfin plein de joueurs, tous les joueurs pro ont participé, les espoirs aussi, et le club de Montpellier aussi a participé avec tous les espoirs, certains pros aussi ont participé, donc on a une ossature on va dire 90 à 100 joueurs masculins, on a testé aussi 20 joueurs amateurs et une vingtaine de joueuses féminines, donc c'est vrai que tout ça, ça nous a permis entre 2018 et 2022 de construire un peu cette base de données pour essayer de comprendre un petit peu les caractéristiques moyennes de la population, pro, espoir, amateur, féminine, et pour voir une fois qu'on aura défini un peu les profils, l'idée de la troisième partie de mon travail, c'est est-ce qu'on peut faire des stratégies de rééducation, de prévention, de renforcement qui vont corriger un éventuel déficit, parce que on espère montrer qu'il y a une moyenne des populations qui est en courbe de Gauss, comme une cloche, mais qu'il y a des extrêmes, et c'est ces extrêmes-là, est-ce qu'on peut les modifier? Donc c'est la dernière étude qu'on a faite, on a terminé en novembre 2024, sur Servitrain, donc entraînabilité du rachis cervical avec un dispositif un peu particulier et toujours évalué sur cette machine-là. Donc voilà, c'est une longue histoire qui a commencé donc il y a quelques années et qui nourrit un travail de thèse de science que je devrais normalement soutenir au printemps 2026 pour présenter ces trois études, la reproductibilité qui a été validée, qui a été publiée là, récemment dans le journal de biomécanique, donc un journal américain de qualité. La deuxième étude Servinorm sur les normes de la population et la troisième étude Servitrain qui est est-ce qu'un entraînement modifié nous permet de corriger et du coup proposer un grand nombre d'entraînements spécifiques. Et les changements ont été induits plus par la première étude où on a vu qu'il y avait des... Parce qu'on a interrogé les 39 sujets sportifs qui étaient tétraplégiques, on leur demandait comment ça s'est passé l'accident et on a analysé que certains nous disaient je suis rentré, on n'était pas prêts, ils sont rentrés, j'étais encore en train de me baisser, du coup on a dit bon, il y a un problème là, du coup la Fédé a modifié. Après d'autres avaient dit oui mais moi je jouais pas première ligne, j'étais troisième ligne, le matin il en manquait un, du coup on a fait la licence, donc là aussi il y a des règles, donc la Fédé a fait beaucoup de changements de règles basés sur ce constat initial. Là aujourd'hui, moi le changement des règles, je le suis, mais ça n'influe pas forcément, je pense que les règles ont été modifiées, on va pas dire au mieux, mais beaucoup de règles ont déjà été modifiées en fonction du constat qu'on avait fait. Et aujourd'hui, on est plus maintenant sur le petit paramètre qu'on peut maîtriser, peut-être la force musculaire. Maintenant qu'on a essayé de canaliser tous les autres gros facteurs de risque, est-ce que le côté musculaire, c'est pas un facteur? Et notamment, après les graves blessures, quand il faut retourner sur le terrain, les chirurgiens, les neurochirurgiens, Dr Pierre Bernard notamment, qui en travaille beaucoup, nous sollicitent parfois pour nous dire, voilà, on a refait une ossature, on a refait au niveau rachidien, au niveau osseux quelque chose de solide. Maintenant, musculairement, est-ce que tu peux nous aider? Et c'est vrai qu'avec Luc Sénégas, on travaille beaucoup dessus parce que lui, il a une expertise extraordinaire de diversité, de terrain. Et nous, on se veut un petit peu une ressource de validation scientifique de certaines choses parce que lui, quand il prend en charge un joueur, c'est extraordinaire qu'il le rend avec des qualités musculaires extraordinaires. Mais tout le monde ne peut pas passer forcément dans ces protocoles-là. Du coup, on essaie de voir valider certaines choses et en travail de concert avec Luc sur ces aspects-là. Aujourd'hui, on a deux mesures. On fait d'abord une mesure isométrique parce que la mesure isométrique, donc statique qu'on fait d'habitude, c'est assis avec un capteur derrière, on pousse devant derrière. On a des niveaux de force. Aujourd'hui, on sait, on peut dire tous les centres de formation, normalement, ils ont été équipés par la fédération de capteurs. Et donc, on doit pouvoir dire, bon, ce joueur est faible, il faut le renforcer. Sauf que produire une force en position assise et produire une force en position de mêlée, c'est pas du tout pareil. Et on a des joueurs qui sont forts en position assise et dès qu'on les met en position de mêlée ou de... Alors, on dit mêlée, mais on va aller un peu plus loin, c'est aussi la position de plaquage, c'est aussi la position de ruck. Donc, dès qu'on est un peu à l'horizontale, est-ce qu'on est capable de produire la force sur toute la chaîne musculaire jusqu'au niveau du dos, des fessiers, des ischios jusqu'aux pieds? Donc ça, cette machine-là nous permet, au début, on fait une mesure de force statique pour avoir la valeur de force max du joueur. Ça a deux intérêts, déjà pour savoir ce qu'il peut produire, et puis la machine asservit l'impact à sa force. C'est-à-dire que chaque joueur n'aura pas le même impact. Chaque joueur aura l'impact qui correspond à sa force maximale pour question de sécurité. Et donc, du coup, la machine nous donne cette première information. Est-ce que mon joueur est quand même capable de produire de force suffisante? Là, on a vu avec Enzo qui a des valeurs quand même très importantes par rapport... Moi, j'ai testé
le protocole Servitrain chez les amateurs, où on était à deux fois moins fort, mais ça c'est attendu. Et donc une fois qu'on a montré ça, on en mesure à force, et puis après la machine va nous dire est-ce que mon sujet, même s'il est assez fort, est-ce qu'il est assez réactif, est-ce qu'il réagit assez vite et assez fort. Et ça, c'est les travaux qu'on est encore en train de finaliser pour pouvoir espérer dire à des joueurs, ben, écoute, tu es très fort en statique, mais malheureusement quand tu prends un impact, tu es trop lent à réagir. Et ça peut motiver par la suite des protocoles de rééducation spécifiques. Ça part effectivement du cervicaux parce qu'il y a un effet volume quand même de protection, mais ça s'intègre dans toute la chaîne avec les muscles paravertébraux, dorsaux et lombaires. Donc il faut des gros muscles certes, mais il faut des muscles rapides aussi. Donc c'est sûr que voilà, c'est le socle. Si on n'a pas les muscles forts, à la base, ils peuvent être très réactifs, ça ne suffit pas. Par contre, ce n'est pas parce qu'on a validé le niveau de force statique qu'on est forcément bon en termes de réactivité. C'est ça qu'on veut explorer avec cet outil-là. Il y a plein de façons de faire, hein. On y avait réfléchi. Pour la dernière étude de Servitrain, justement, on a voulu entraîner ça. Soit on les mettait dans la machine et on répétait les impacts, mais aujourd'hui, quand même, on a une époque où on se rend compte que les impacts répétés, c'est peut-être pas très bon pour le cerveau. Donc, dire je vais vous entraîner en tapant sur la tête de manière répétée, c'est peut-être pas idéal. Du coup, on a construit notre machine qui est basée sur le quick release. Le quick release, c'est un peu comme la catapulte, en fait. On va stocker de l'énergie en recrutant les muscles cervicaux, en bloquant la tête, on stocke, et d'un coup on lâche l'appui, et du coup la tête va partir en avant comme une catapulte. Et à ce moment-là, quand ça part, on va lui demander de réagir le plus vite possible vers l'arrière. Donc il y aura une projection de la tête vers l'avant, mais sans impact. C'est juste de l'énergie qui est stockée à maximum, et d'un coup, avec un électroaimant, on lâche, et ça part, et là on va lui demander de pousser le plus vite, le plus fort vers l'arrière. Et donc le protocole de recherche qu'on a fait, c'est qu'il y avait 2 groupes de 25 joueurs. Ils avaient tous les deux groupes pendant 20 minutes du renforcement isométrique. Je vous disais, c'est la base. Donc, les 2 groupes faisaient 20 minutes isométriques. Le groupe de renforcement spécifique qu'on avait faisait ce quick release. Donc, il avait jusqu'à 70-80 épisodes de relâchement, de recrutement. Donc, il y avait un entraînement important. Et le groupe contrôle, ils avaient des lunettes stroboscopiques avec un ballon de rugby pour entraîner juste la réactivité, enfin, un peu d'adresse gestuelle pour éviter qu'il y ait un effet passif. Donc les 2 groupes avaient quelque chose d'actif, mais le seul qui agit sur les cervicales, normalement, c'est celui qu'on avait travaillé. Et donc là, l'idée, c'est, grâce à ce dispositif-là, est-ce qu'on va réussir? Nous, on l'a vu un peu au cours de l'étude, que les sujets, au début, il leur fallait 10 cm avant de réagir. Et puis à la fin, ils étaient à 6-7 cm, donc ils réagissaient de plus en plus tôt. Et on les a retestés dans la machine-là, et là, les résultats sont un peu dans la moulinette actuellement pour essayer de voir si effectivement ce protocole permet chez certains joueurs, parce que si le joueur est déjà optimal dans ses délais, on ne peut pas faire mieux que mieux. Mais par contre, certains sont un peu à des délais retardés ou des capacités de production de force un peu faibles, à espérer les corriger avec un protocole qui a l'avantage de ne pas générer d'impact sur la tête, encore une fois, parce que c'est un peu les problématiques actuelles. On l'a vu dans l'étude qu'on a fait justement sur 50 joueurs amateurs, rien que les 20 minutes de renforcement isométrique, ils ont tous gagné énormément en force. C'est-à-dire que les joueurs qui jouent en Fédéral 2, Fédéral 3 ou des féminines, en faisant, c'est un protocole, 4 semaines d'entraînement, il y avait 10 séances au total, une semaine avec 2 séances, une semaine à 3. Donc 10 semaines d'entraînement de 20 minutes, 10 séances, ils ont gagné entre 20 et 30% de leur force isométrique. Donc je pense qu'il y a un gros manque de travail de renforcement musculaire statique. Déjà avec des élastiques, alors on ne va pas faire la publicité, mais c'était des élastiques bleus, jaunes, qu'on trouve chez Decathlon facilement, donc on fixe un endroit, et rien qu'en faisant un protocole de contraction isométrique de 8 secondes répété un certain nombre de fois, on arrive à gagner. Donc je pense que chez le message fort, c'est déjà faites du renforcement cervical, parce qu'aujourd'hui, on fait 3 mouvements comme ça, on pense qu'on renforce le cervical. Non, il faut quand même faire au moins 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine sur une pré-saison. On peut imaginer sur un mois, l'entraîneur dit voilà, pendant le premier mois, on va faire 20 minutes, 15 minutes de renforcement cervical, et il y a un socle qui sera obtenu. Après, quand on va aller un peu plus loin, effectivement, dans les centres de formation, peut-être essayer d'aller vers cette évaluation de la force dynamique. Mais je pense qu'effectivement, on ne va pas pouvoir proposer à tout le monde d'avoir cette évaluation-là. Et puis, deuxième application, c'est effectivement en prévention secondaire. Une fois qu'on a eu un accident, qu'on a été opéré, peut-être que certains joueurs, c'est pas intéressant de se dire, est-ce qu'au-delà de la force statique, est-ce qu'ils ont récupéré leur réactivité? Aujourd'hui, le pilier est le mieux protégé sur un terrain de rugby, parce que de par la mêlée, de par l'entraînement qu'il fait, il a une musculature qui est forte. Et les mêlées, aujourd'hui, on a sécurisé au maximum, donc il y a très peu d'accidents de mêlée. Par contre, dans toutes les autres phases de jeu, que ce soit les rugs, les plaquages, là où un 3/4 n'a pas le renforcement qu'un pilier, il est plus en danger. Donc effectivement, aujourd'hui, le risque s'est déplacé. On se rend compte que les accidents graves arrivent plus souvent sur troisième ligne, les centres, les ailiers, et beaucoup moins sur la première ligne, parce que
on a un peu sécurisé la mêlée et surtout, on a des piliers qui sont très entraînés au niveau cervical et protégés. Donc, il faudrait qu'on renforce effectivement le rachis cervical de tous nos joueurs. Et ça, c'est vraiment un message fort. C'est le rachis cervical, c'est pas que pour les premières lignes. C'est vraiment à travailler chez tout le monde et c'est important. C'est surtout la technique de plaquage parce qu'effectivement, on s'oppose à la progression à tout prix et c'est vrai qu'on expose le cou et la tête en écomotion. Ben, c'est vrai que le plaqueur se retrouve effectivement très exposé parce que il baisse la tête pour arriver pour plaquer au niveau des épaules et là il y a des zones dures que sont le bassin ou le genou et dès que ça tape au niveau cervical, effectivement le plaqueur. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, moi, le message c'est peut-être le plaqueur par rapport au plaqué, mais c'est surtout le joueur, les 3/4, les 3,5 qui sont peut-être moins enclins à faire du renforcement cervical, c'est eux qu'il faut aujourd'hui renforcer de manière spécifique et en glisser un petit peu. Là, on est beaucoup sur la mêlée des accidents du rachis cervical. Les commotions cérébrales, on sait que les muscles aussi ont un rôle d'absorption, pas de grosses commotions ou gros chocs, là malheureusement, mais les petits chocs à répétition, il semblerait que les muscles puissent avoir un effet protecteur, absorbeur. Et donc, je pense que là aussi, on a tout intérêt à avoir des muscles cervicaux forts et réactifs. Alors, j'avais, sur une présentation, regardé les mêlées des années 70-80. C'était beaucoup moins organisé. Ça rentrait effectivement fort, mais au tout début, ça rentrait très désordonné. Donc, finalement, on rentrait 1, 2, 3, mais il n'y avait pas la puissance qu'il y a aujourd'hui où ils sont tous soudés. Certes, ça pouvait paraître un peu plus désordonné, plus à risque parce que c'était moins synchronisé, mais les forces ne se cumulaient pas autant. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, peut-être qu'on en perdait de l'autre. Aujourd'hui, effectivement, on canalise beaucoup le positionnement, mais par contre, on a 2 autobus qui vont rentrer l'un à l'autre. Donc, c'est difficile à dire. Je ne pourrais pas dire que c'était mieux avant ou aujourd'hui. Le constat est qu'aujourd'hui, les entraîneurs, pour la performance, ont travaillé la cohésion de la mêlée pour avoir un bloc pour être efficace. Et il n'empêche que les premières lignes, ça reste le coin qui va rentrer. Et du coup, s'il n'est pas bien préparé, on est en danger. Donc, je sais pas, c'est ces joueurs qui ont vécu ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, sur les impacts, il se passait des choses qu'on a moins aujourd'hui, parce qu'il y avait des espèces de sidérations au moment où ça cognait, même s'il n'y avait pas toute la mêlée organisée derrière, mais ça cognait très fort. Il y avait au niveau neurologique, des petites sidérations en quelques millisecondes qui pouvaient être à risque. Aujourd'hui, ça a été un petit peu diminué par la préaction et la liaison qui diminue un peu les distances d'impact. Et toutes ces règles de liaison, ça a été pour éviter effectivement cet impact, parce qu'on est dans les années, je crois que c'est 90-95, où il y avait vraiment des blocs qui commençaient à se structurer et qui, à 1,25 m, se rentraient dedans. Et à ce moment, il y avait vraiment un impact énorme. Aujourd'hui, on a réduit ça. Et donc, ces accidents sur l'entrée en mêlée, parce que si, au moins l'impact, si ce n'était pas bien placé, ça tombait très vite au sol. Aujourd'hui, il se positionne, ça va au sol, mais il n'y a pas la même énergie cinétique qu'on pouvait avoir avec 2 blocs qui se lançaient de 1 mètre, 1,50 m. Aujourd'hui, ça fait partie des avancées qui ont permis de diminuer le nombre d'accidents en première ligne. Les liaisons, les 4 temps, 3 temps, enfin, ça a beaucoup tourné autour, mais c'est de diminuer à distance, d'avoir une liaison avant. Et ça cherchait, effectivement, il fallait faire la place. Et donc, je pense que ça pouvait générer des chocs, mais je ne pense pas que par rapport à une commotion, mais c'est plus de cervical, parce que je ne sais pas, là où j'aurais du mal à dire, parce que la vitesse c'était sur des amplitudes assez limitées, mais je pense qu'à cette époque-là, effectivement, il y avait des risques importants sur ces impacts qui se faisaient pas forcément sur les épaules, mais qui finalement de tête contre tête pour trouver la place. Mais là, encore une fois, je suis un peu en limite de compétences et d'expertise. Je n'ai pas connu du tout ça, je les ai vus, je les ai entendus, mais on parle de traumatismes cervicaux. Effectivement, les traumatismes cervicaux, il y en a de moins en moins quand même. On arrive à avoir un niveau, mais ça sera jamais nul. Et le rugby, c'est un sport d'évitement, mais le contact fait partie des règles et il y aura forcément toujours un risque, mais il faut arriver au risque minimal qui est de 1 ou 2 accidents peut-être par an, mais on ne peut pas dire. À mon avis, on était à 5 accidents par an, 6 accidents par an. Ça, c'était dérangeant et c'est pour ça que toutes les stratégies ont été mises en place. On le réduit, tout ce qui peut être fait pour réduire doit être fait. Mais aujourd'hui, vous dire, voilà, on va arriver au risque 0, non, ça serait mentir. Mais en tout cas, tout ce qui est maîtrisable. Et voilà, après, une fois que ça survient, il y a tout l'accompagnement qui est en place, bon, grâce au système de santé français. Mais voilà, prévenir des accidents, prendre en charge aussi les blessures qu'on considère parfois comme minimes, mais qui modifient un petit peu le positionnement des joueurs, parce que j'ai mal à l'épaule, du coup je me positionne différemment pour protéger mon épaule, mais j'expose peut-être un peu plus mon rachis cervical. Donc effectivement, une prise en charge vraiment globale de la santé du joueur peut lui permettre de se retrouver moins en danger pour son rachis cervical, parce que par des compensations qu'on pourrait induire sur d'autres lésions. Mais c'est tout un enjeu aujourd'hui entre
la performance, l'exigence de performance et la santé du joueur, et qu'on essaie de défendre effectivement au quotidien. Il y a une étude épidémiologique d'Emmanuel Reboursière, parce que nous on avait fait l'étude en 2008, et en 2012-2013, je crois qu'il a publié un papier pareil où il a continué à suivre, et il a montré que le nombre d'accidents mêlés avait chuté de manière très très importante. Donc les changements de stratégie, alors c'est rigolo, il y avait deux façons de changer un peu. En l'année 2005-6, on a fait le même constat qu'en Nouvelle-Zélande. Et donc, face au constat des accidents graves à mêlée, il y a eu deux stratégies. En France, ça a été très réglementaire, donc on a beaucoup modifié les règles. Et en Nouvelle-Zélande, peut-être parce que c'est un pays qui est plus petit, qui est culturellement plus rugby, ils ont fait une éducation avec beaucoup d'apprentissage. Chute à mêlée, je sais que Didier, il faut beaucoup travailler là-dessus pour jamais planter la tête, toujours tomber bien à plat. Donc ça, ils ont fait cette stratégie-là. Et finalement, les deux stratégies ont amené la même diminution. C'est-à-dire que nous, en étant très réglementaire, on a fait chuter les accidents mêlés. Eux, en travaillant beaucoup sur la technique, sur le renforcement aussi. Et maintenant, on arrive à cumuler les deux. C'est-à-dire que nous, on s'est mis aussi à rajouter ce côté éducatif. Mais pour avoir un effet rapide, efficace, le changement de règles a été plus important. Mais aujourd'hui, tout ça pour dire que depuis cette étude de Dr Boursier de 2012-2013, on sait que les accidents mêlés sont assez exceptionnels, assez rares. Mais les derniers accidents, malheureusement, c'est souvent sur des plaquages, des choses comme ça. Et donc, tout l'intérêt, encore une fois, de bien renforcer le cervical pour tout le monde. Je joue à l'USAP de minime jusqu'à un espoir. Déjà, ouais, et donc, voilà, j'ai poursuivi à mes études en même temps que j'étais à Toulouse pendant une année. J'étais en Crabos, et puis après, j'étais à Montpellier. J'ai fait une dernière année espoir quand j'étais à Montpellier. Puis après, les études m'ont sauvé. Elles m'ont sauvé d'un fiasco sportif. Non, j'avais pas les qualités pour jouer au très haut niveau. Mais après, j'ai continué par la suite, quand j'étais interne à Nice, en Fédéral 3, Fédéral 2, à Nice, à Cannes-Mandelieu. J'ai continué un petit peu dans mon internat à jouer. Et puis arrivé, voilà. Donc voilà, j'ai une petite carrière de joueur de rugby, mais en tout cas, j'ai pris des très bons côtés, des très bons moments. Mais j'ai pas expérimenté le mêlée. Non, j'ai pas eu cette chance. Moi, médicalement, pour la santé du joueur, je pense qu'il faudrait mieux la garder. Parce que si on n'a pas un moment où les gens se fatiguent, s'usent différemment, on va voir que des athlètes, on va aller vers le rugby à 13, où aujourd'hui, effectivement, ils sont en train de bannir complètement la mêlée, et on a des lignes qui s'affrontent, et je pense que le rugby fait sa force, le côté attractif par l'incertitude d'une mêlée ou d'une touche, mais surtout le fait qu'on fatigue un peu les gens, puis on a des gens de profils différents, et donc sur un terrain, ça expose pas, voilà, ça permet à mon avis, le risque est dilué, et surtout, voilà, on va pas mettre que des décathloniens ou des Golgoth partout, parce qu'on a besoin de techniciens à ce moment, de petits trapus pour tenir la mêlée, et qui sont peut-être moins dangereux qu'un grand grosso qui va vous rentrer dedans. Donc, si on enlève la mêlée, on va avoir des profils assez uniformes, avec beaucoup plus d'énergie cinétique et beaucoup plus de risques sur le plaquage. Donc, moi, je pense que c'est un moyen peut-être de protéger la santé des joueurs de manière globale, d'avoir ces phases où il y a une usure qui se fait, et du coup, quand on est usé là-dedans, on est peut-être moins énergétique ailleurs. Et entre ce qu'on voit et ce que ressent le pilier à l'intérieur, parce que nous, on voit le mouvement du bras, mais entre le moment où le bras bouge et la pression qu'il a mis sans que ça bouge, il se passe plein de choses. Donc oui, je pense qu'il n'y a que le joueur intérieur qui comprend ce qui se passe, parce que même l'arbitre, on lui donne des attendus, des mouvements, des postures, mais voilà, comme je vous dis, la force, on peut faire une force sans avoir de déplacement. Donc pour moi, c'est mystérieux, et ça doit rester mystérieux. Je pense qu'il y a une complicité, et c'est quelque part ce qu'on a envie, nous, enfin moi qui jouais derrière, à ces avants, cette espèce de proximité qu'ils ont entre eux, l'académie de première ligne, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Ils ont bataillé beaucoup, mais il y a un grand respect qu'on a peut-être moins sur d'autres postes où on est vraiment plus sur l'affrontement ouvert, et là c'est très subtil et très intriguant. C'est une œuvre d'art. Est-ce que c'est l'œuvre d'art? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit rester, voilà, il faut que... moi, je suis assez admiratif, effectivement, et puis de voir comment une même mêlée au cours d'un match peut être dominante et dominée. Donc, il se passe des choses très subtiles, parce qu'effectivement, soit si c'était que la force pure, on aurait la même mêlée de tout le match qui est dominante. Parfois, on voit des changements au cours d'un match, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, et je pense qu'une mêlée qui prend le pas sur le pack adverse, c'est vrai que c'est assez jouissif pour l'ensemble de l'équipe et du public. On sent vraiment qu'il y a un côté tribal, bestial, de pousser plus fort que l'autre, mais c'est pas que la poussée, quoi. Il y a quand même beaucoup de techniques dessous. Ouais, la résilience aussi, c'est accepter effectivement de faire le travail de l'ombre
qui va payer à la fin, mais on ne se rend pas compte, c'est des millimètres. Cette humilité, ouais, effectivement, savoir que je domine l'autre aujourd'hui, mais qu'à tout moment, ça peut se retourner. Donc, c'est rigolo parce que quand on voit les mêlées qui sont dominantes et qui gagnent, c'est pas le pilier qui lève les bras, c'est les troisième unis, les trois quarts, tout le monde qui vient les féliciter, mais eux, ils ont fait l'effort, mais ils restent humbles. Alors que c'est pas, alors que tous les trois quarts, tout le monde vient pour leur dire bravo, leur sauter partout, et eux, alors ils se relèvent, ils ont fait le boulot. C'est ça qui est quand même assez beau, quoi. Ils ont fait le boulot proprement, et ils savent que la reconnaissance alliée, ils n'ont pas besoin de sauter en l'air pour montrer un plaisir. Moi, je suis pas là pour juger, mais je pense que c'est aussi du respect entre eux. Ils savent qu'ils ont fait souffrir l'autre, ils savent que voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter derrière. Je suis dans la vie plutôt un besogneux, un travailleur, pas forcément la lumière qui m'intéresse le plus. Donc voilà, je suis plus dans l'état d'esprit de joueur de devant qu'un joueur de derrière, effectivement. Dans ma façon d'appréhender un peu vivons heureux, vivons cachés. Donc voilà, faut pas la médiatisation. C'est vrai que là, je dis ça, mais je fais un reportage. Moi, je continue à faire la recherche sur la cervicale, sur la mêlée, sur la prévention. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a des travaux extraordinaires qu'avait fait Didier Retière sur la mêlée, la fameuse mêlée qu'ils ont fait, l'X-Rum à Marcoussis. Donc, il y a plein de gens qui travaillent dessus. Donc, oui, je pense que moi, je vais continuer. Là, j'arrive un petit peu au bout de mon projet, mais il n'empêche que quand on arrive au bout, on ouvre d'autres portes. Il y a encore plein de choses qui vont pouvoir, à mon avis, être explorées. Mais l'idée aujourd'hui, c'est maintenant que ce projet-là arrive à maturité, j'arrive à démontrer certaines choses, c'est comment faire pour en faire profiter un maximum et le vulgariser, ou en tout cas permettre un maximum de... Parce que s'il faut une machine aussi complexe que ça ça n'a pas de sens. Il faut dégager des choses assez simples qu'on puisse après appliquer par la suite.